Donc somme de deux grandeurs sinusoïdales. On a vu que quand on a deux dipôles en série, on va prendre l'exemple de la tension. Quand on a deux dipôles en série, soumis aux tensions U1 et U2, donc vous avez la tension U1 qui est égale à 10 sinus 314T plus pi sur 6. Donc 10, c'est son amplitude, 314, c'est la pulsation, et pi sur 6, c'est sa phase à l'origine. Donc c'est la courbe bleu clair qui démarre à 0 avant t égale 0, enfin qui passe par 0 avant t égale 0. Ensuite, on a la tension U2 qui est égale à 8 sinus 314T moins pi sur 3. Donc cette tension, elle a une amplitude de 8 volts. Une pulsation de 314 radians par seconde, c'est la même que U1 bien évidemment. Et sa phase à l'origine fait moins pi sur 3. Donc elle démarre à droite de l'origine des temps. Quel est le problème? Si on s'intéresse à la tension U de t aux bornes des deux dipôles, on va appliquer la loi d'Émaille et on a U de t qui est égal à U1 de t plus U2 de t. On trace la somme des deux sinusoïdes, donc c'est le travail que vous aviez à faire. Et donc c'est la courbe rouge qui apparaît sur l'écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'amplitude, c'est-à-dire la valeur max de U1 est égale à 10 volts, ça faisait partie de l'énoncé au départ. La valeur max de la tension UD est égale à 8 volts, mais la valeur max de la tension U, qui est la somme, d'après la loi d'Émaille, des deux tensions, elle n'est pas égale à 18 volts, 10 plus 8 volts, mais elle est égale à 12,8 volts. On en déduit donc qu'on peut appliquer la loi d'Émaille avec les sinusoïdes. C'est ce qu'on a fait pour tracer la courbe rouge. Donc U de t est égal à U1 de t plus U2 de t. Mais par contre, on voit que la loi d'Émaille n'est pas valable avec les amplitudes des sinusoïdes. C'est-à-dire que U max n'est pas égal à U1 max plus U2 max. La conclusion, c'est que la loi d'Émaille n'est pas applicable ni avec les valeurs maximales ni avec les valeurs efficaces. La valeur maximale et la valeur efficace, c'est quasiment la même chose à racine de 2 près. On a pris l'exemple de tension, mais ce problème est valable aussi pour la loi des nœuds, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une somme d'amplitude, d'intensité. Donc la loi des nœuds n'est pas applicable ni avec les valeurs maximales, ni avec les valeurs efficaces. On vient de voir que on n'a pas la tension maximale du signal somme qui est égale à la somme des tensions maximales, et on vient de comprendre qu'en fait c'est parce que les deux tensions n'ont pas la même phase. En fait, la tension sinusoïdale U de t est caractérisée par son amplitude, mais aussi par son angle, ou sa phase à l'origine. Comment on va utiliser les vecteurs de Fresnel? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette grandeur sinusoïdale qui est caractérisée par une amplitude et un angle, on va la représenter mathématiquement par un vecteur qui possédera une norme U qui correspondra à la valeur efficace de la tension sinusoïdale et un angle polaire phi qui correspondra à la phase à l'origine de la sinusoïde. Comment va-t-on utiliser les vecteurs de Fresnel? Puisque c'est un vecteur, on va utiliser une méthode graphique. On pourrait utiliser une méthode par le calcul, mais ça obligerait à faire des projections sur les axes X et Y, donc c'est un petit peu plus compliqué, la méthode graphique. On va juste avoir à choisir une échelle de représentation, par exemple 1 cm pour 2 volts, et ensuite avoir une référence d'angle, un 0 pour les angles, c'est-à-dire une origine des phases. La tension U1 de t, la tension sinusoïdale qui était égale à 10 sinus 314t plus pi sur 6 sera représentée par le vecteur orange U1 qui va avoir pour longueur 5 cm puisque l'amplitude c'était 10 volts. Donc si on a 1 cm pour 2 volts, ça fait une longueur de 5 cm et qui fera un angle de pi sur 6 par rapport à l'origine des phases. La tension U2 qui est en marron, donc c'était une tension sinusoïdale qui était égale à 8 sinus 314t moins pi sur 3. Elle sera donc représentée par un vecteur U2
de longueur 4 cm, puisque c'est 8 volts d'amplitude, et un angle de moins pi sur 3 par l'origine des phases. Comment on va déterminer un déphasage entre ces deux grandeurs? Le déphasage de U1 par rapport à U2, ça sera l'angle qui va du vecteur U2 vers le vecteur U1, donc tracé en rouge sur la figure. Donc je trace un angle qui va de la deuxième tension vers la première, déphasage de U1 par rapport à U2. En fait, comme U2 est la référence, puisqu'on a U1 par rapport à U2, puisque U2 est la référence, on part de U2. On retrouve le résultat qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire que le déphasage de U1 par rapport à U2, c'est la phase de U1 moins la phase de U2, c'est-à-dire, là si on prend les valeurs de l'exemple, pi sur 6 moins pi sur 3, ce qui fait pi sur 2, on voit bien qu'on a un déphasage qui est égal à pi sur 2, c'est un angle droit. Si la flèche est dans le sens trigo, ce qui est le cas de l'exemple, à ce moment-là, le déphasage est positif, et on l'a déjà vu, si le déphasage de U1 par rapport à U2 est positif, U1 est en avance sur U2. Si la flèche est dans le sens horaire, à ce moment-là, phi de U1 par rapport à U2 est négatif, et on l'a déjà vu aussi, U1 est en retard sur U2. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour déterminer quelle est la grandeur qui est en avance sur l'autre, on tourne dans le sens trigo, et on tourne dans le sens horaire, et le premier vecteur rencontré est en avance sur l'autre. Donc là, si vous tournez dans le sens horaire, le premier vecteur que vous rencontrez, c'est U1, donc il est en avance sur U2. Comment additionner des vecteurs, puisque finalement c'était ça le problème, on ne pouvait pas appliquer la loi des mailles ou la loi des nœuds avec les amplitudes des sinusoïdes. Par contre, on va pouvoir le faire avec les vecteurs de Fresnel. Pour additionner des vecteurs, on va les mettre bout à bout. Donc si je prends un exemple d'un vecteur qui représente une intensité IA de valeur 2 ampères et qui a une phase de 0 degré, donc le vecteur IA est représenté sur la figure en orange. Donc sa phase faisant 0 degré, il est sur l'axe de référence. Si je prends un deuxième vecteur IB qui représente une intensité de 3 ampères avec une phase de 60 degrés, donc il est représenté en marron sur la figure, je mets ces vecteurs bout à bout pour pouvoir en faire la somme et obtenir le vecteur IA plus IB. Je pars du Q de la flèche de IA pour arriver à la pointe de la flèche de IB. Pour soustraire deux vecteurs, en fait, on va additionner le vecteur opposé. Donc, je reprends mon exemple du vecteur IA 2 ampères 0 degré, le vecteur IB 3 ampères 60 degrés. Je vais donc tracer moins IB, et ensuite je vais faire la somme IA plus le vecteur moins IB. Donc voilà le vecteur IA moins IB. Comment utiliser les lois électriques? On a vu qu'une grandeur sinusoïdale était caractérisée par une amplitude, c'est-à-dire une valeur maximale ou une valeur efficace, caractérisée aussi par une phase. Et donc les calculs, en gros ça sera des additions et des soustractions, ou des soustractions pour appliquer la loi des mailles ou la loi des nœuds, avec les grandeurs sinusoïdales doivent tenir compte de ces deux paramètres, l'amplitude et la phase. C'est pour ça que l'on représente ces grandeurs sinusoïdales par des vecteurs de Fresnel. Pour tenir compte de ces deux paramètres, on appliquera les lois de l'électricité avec les vecteurs de Fresnel. On va donc pouvoir écrire pour un circuit avec la loi des mailles, donc U égale U1 plus U2, on pourra écrire cette loi des mailles en minuscules, c'est-à-dire avec les grandeurs sinusoïdales. Donc cette formule U de t égale U1 de t plus U2 de t, c'est l'addition des courbes sinusoïdales qu'on a fait au tout début du chapitre. On pourra aussi écrire la loi des mailles avec les vecteurs de Fresnel, donc vecteur U égale vecteur U1 plus vecteur U2, c'est la construction graphique des vecteurs qu'on a fait précédemment. Par contre, on ne peut pas écrire en valeur efficace U égale U1 plus U2. C'est l'écriture la plus immédiate que vous allez avoir tendance à appliquer. Vous allez avoir tendance à appliquer la loi des mailles avec les valeurs efficaces, mais cette écriture est fausse. On ne peut pas l'utiliser, sinon on fait une erreur puisqu'on ne tient pas compte des phases de chacun des signaux. De la même manière que précédemment, on a besoin d'une grandeur mathématique qui représente les deux composantes d'un signal sinusoïdal, c'est-à-dire son amplitude,
ou sa valeur efficace, et sa phase, c'est-à-dire globalement une longueur et un angle. Pour cette représentation, on a vu qu'on pouvait utiliser le vecteur, mais on peut aussi utiliser un complexe, puisque le complexe possède un module qui représente en fait l'amplitude du complexe et qui donc représentera l'amplitude ou la valeur efficace du signal sinusoïdal. Et ce complexe possède aussi un argument qui est un angle polaire, et donc cet angle pourra, tout comme le vecteur de Fresnel, représenter la phase. Comment vont fonctionner ces complexes? Eh bien, de la même manière que les vecteurs de Fresnel, c'est-à-dire qu'à une grandeur sinusoïdale caractérisée par sa valeur efficace et sa phase à l'origine, on va faire correspondre un complexe qui sera caractérisé par un module du complexe qui sera égal à la valeur efficace de la grandeur sinusoïdale et l'argument du complexe qui sera égal à la phase à l'origine. Une petite remarque, en physique, le complexe, on va le noter avec une barre sous la lettre pour le différencier de la valeur efficace, de la valeur max, de la valeur moyenne, et donc ça sera une majuscule. Donc ce complexe pourra être représenté, on va le voir juste après, ce complexe qui possède un module U et un argument phi pourra être représenté par un nombre complexe dans l'espace complexe qui est constitué de l'axe des réels et de l'axe des imaginaires. Et il y aura donc deux possibilités de le représenter, soit de le représenter par son module et son argument, soit le représenter par sa partie réelle et sa partie imaginaire. Comment va-t-on noter ce complexe? Il y a deux notations différentes comme en mathématiques, et en physique, on utilisera une ou l'autre des notations en fonction des besoins. La première notation que j'appelle la notation trigonométrique, c'est la notation module-argument. Donc j'écris entre crochets le nombre complexe, je l'écris entre crochets. La première valeur, ça correspond au module du complexe, c'est-à-dire la valeur efficace de la grandeur sinusoïdale. Et le deuxième chiffre, ça sera l'argument du complexe, c'est-à-dire la phase à l'origine de la grandeur sinusoïdale. Quand est-ce qu'on utilisera cette notation? On utilisera cette notation pour connaître la valeur efficace de la tension ou de l'intensité, qui sera donnée par la première valeur entre crochets, donc le U ou le I ou le Z, puisque quand on verra plus tard les impédances, on verra que cette notation permet aussi de connaître la valeur de l'impédance. Ensuite, quand on aura besoin de connaître la phase à l'origine de la tension ou de l'intensité, ou le déphasage entre deux tensions, deux intensités, ou la tension et l'intensité. Donc en fait, cette notation, elle sera utilisée quand on veut connaître l'amplitude de la grandeur sinusoïdale, donc soit la tension, soit l'intensité, soit éventuellement l'impédance, et quand on a besoin du déphasage. La deuxième notation, je l'appelle la notation algébrique. Elle consiste à caractériser la grandeur complexe, la grandeur sinusoïdale, par sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc dans l'espace des complexes, cette grandeur sinusoïdale, ce complexe sera caractérisé par le nombre A qui sera sa partie réelle sur l'axe des réels, c'est la projection du complexe sur l'axe des réels, et le nombre B qui sera la projection du nombre complexe sur l'axe des imaginaires, et donc on écrira le complexe U A plus JB. À noter que cette notation ne donne pas l'amplitude de la grandeur sinusoïdale, puisqu'on n'a pas le module du complexe. Donc elle ne sera pas tellement utilisée pour les tensions et les intensités, mais plutôt pour les impédances, pour lesquelles on aura besoin de connaître la composante résistive de l'impédance, ça correspondra à la partie réelle du complexe, et la composante réactive de l'impédance, qui correspondra à la partie imaginaire. La composante résistive de l'impédance, ça sera en fait la résistance qui constitue le dipôle, et la composante réactive, ça sera
la capacité ou l'inductance, ou les deux, qui constituent le dipôle. Ce qui est important, ça va être de savoir passer d'une notation à l'autre. Donc comment passer d'une notation à l'autre, c'est ce que vous avez vu en maths. C'est-à-dire que pour passer de la notation algébrique, c'est-à-dire partie réelle, partie imaginaire, à la notation trigonométrique, le module du complexe, on le calculera en faisant la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et l'argument, ça sera tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Pour passer de la notation trigonométrique à la notation algébrique, c'est-à-dire quand on connaît le module et l'argument pour arriver à la partie réelle et à la partie imaginaire, la partie réelle, ça sera, on a vu tout à l'heure la projection sur l'axe des réels, c'est-à-dire U cos phi, et la partie imaginaire, ça sera la projection du complexe sur l'axe des imaginaires, ça sera donc U sinus phi. Il va être nécessaire de savoir faire des calculs avec les complexes, des additions ou des multiplications. Donc l'addition, ça sera par exemple pour utiliser la loi des mailles et la loi des nœuds. On a vu qu'avec les vecteurs de Fresnel, il suffisait de faire une construction graphique et de mettre les vecteurs bout à bout pour faire une somme. Ici, le but de l'utilisation des complexes, c'est d'utiliser cette grandeur mathématique pour faire des calculs et non plus une construction graphique. Donc pour additionner des complexes, on utilisera la notation algébrique. Si on a le premier complexe qui s'écrit A1 plus JB1, donc la notation algébrique partie réelle, partie imaginaire, le complexe 2 A2 plus JB2, et on s'intéresse au complexe qui est égal à la somme de U1 plus U2, et dont la partie réelle est A et B. Et bien tout simplement, on va additionner les parties réelles entre elles pour trouver la partie réelle de U, et on va additionner les parties imaginaires entre elles pour trouver la partie imaginaire de B, de U. Deuxième opération que l'on va utiliser avec les complexes, c'est la multiplication. Pour la multiplication, on va utiliser la notation trigonométrique. On a donc un complexe qui est caractérisé par son module U1, sa phase, enfin son argument phi1, un complexe U2 qui est caractérisé par son module U2 et son argument phi2, et on s'intéresse au complexe U qui est égal à U1 fois U2, et qui a un module U et une phase phi. On va multiplier les modules, donc le module du complexe U, ça sera le produit des modules, et on va additionner les arguments. Donc l'argument de U, ça sera la somme des deux arguments. Si jamais on veut faire une division de complexe, à ce moment-là, ça sera la division des modules et la soustraction des arguments. Quand est-ce qu'on va multiplier des grandeurs sinusoïdales? Eh bien, quand on va utiliser les impédances, on aura besoin de multiplier ou de diviser les impédances pour faire des calculs d'impédance équivalente. C'est l'équivalent des résistances équivalentes.